9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Café des sports, lundi 4 décembre 2017, amis sportifs, messieurs, dames, chers fans de l'actualité sportive, ravi de vous retrouver très nombreux à l'écoute de Radio Taxi FM, la 93.1 et sur www.radiotaxifm.com et aussi www.taxifm.tg. Au menu de Café des sports, de l'art martial, du football et du noble art. Eh bien, si le temps nous le permettait, mes invités aujourd'hui. Alors, c'est un plaisir pour moi de retrouver Sensei Johnson Mako Ampa, docteur Banipo Kolani. Il y a au moins 2 ans, on parlait de Karaté Challenge, avec la 3e édition. Karaté Challenge, bien évidemment. Aujourd'hui, on revient sur ça. Et puis, j'évoque l'actualité football avec Innocent Pato, le chargé de la communication à la Fédération togolaise de football, déjà en studio avec moi. Alfred Fred Abinon, qui vient aussi d'arriver en studio. Francis Mélanvor est attendu pour être donc au complet. Alors la technique est assurée par Francis Daé. Je suis Jean-Marie Leblanc. Messieurs, dames, bienvenue. Taxi FM 93.1. Alors, Sensei Johnson Mako Ampa, il y a des années, chaque lundi, on écoutait ce nom dans le Café des Sports. Lorsqu'on a changé même de truc là, t'es pas là, c'était le coin. Aujourd'hui, c'est Café des Sports. Comme en karaté, on se dit ous. Ah voilà, merci d'être là. Docteur, il y a longtemps. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, voilà, vous venez d'écouter la voix de Dr Banipo Kolani. Ah, celui-là aussi qui aujourd'hui, à toute seigneur, tout honneur, m'a gardé en vie. Il faut le reconnaître. Alors, de l'art martial pour débuter donc au Café des Sports de ce lundi. Et nous évoquons, comme je l'avais annoncé, la 5e édition de Karaté Challenge. Sensei Ampa Mako Johnson, président fondateur du club Asahi Ryu, et aujourd'hui secrétaire général de la Fédération togolaise de karaté, est donc l'initiateur. Alors, Sensei, ou son karaté, on venait de le dire tout à l'heure, une fois encore, merci d'être là. Merci à toi aussi, Jean-Marie. D'accord. Alors, il y a 2 jours, c'est bien vrai, c'est l'expression, on se voit plus tellement. Il y a 2 jours, on dirait, tu bosses trop à la fédération, tu es noyé par les activités, tu n'as plus de temps. Je dirais plutôt qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est pourquoi tu as disparu. S'il y avait vraiment des choses à se dire, ce serait un plaisir de partager l'information avec les auditeurs de Taxi FM. D'ailleurs, tu sais que moi, je n'hésite pas, je n'ai pas la langue de bois, comme on le dit. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas les moyens pour l'organiser, et ça fait le Togo comme il va. D'accord. Alors, Karaté Challenge, on va réfléchir un tout petit peu la mémoire de nos auditeurs. C'est quoi concrètement? Merci. Karaté Challenge a été une initiative que nous avions prise pour animer le karaté, en fait, le terrain du karaté togolais. Et ça fait 5 ans aujourd'hui, comme ça va vite. 5 ans où cette initiative a été prise et nous nous sommes inspirés en réalité de ce qui se fait à la Fédération mondiale en ce qui concerne le championnat du monde de football. Et le principe de l'événement est que quand on gagne au Karaté Challenge, on garde le trophée pour un certain temps, on retourne le trophée pour que ça soit remis en jeu, et vous devez gagner 3 fois successives pour conserver définitivement le trophée. Donc c'est cette formule là que nous avons empruntée pour ce projet, qui fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition. Mais comme un enfant qui vient d'avoir 5 ans qu'il faut fêter, nous avons cette année invité certains pays de la sous-région. On va parler, c'est l'innovation. Oui, pour pouvoir faire la fête avec nous
à la 5e édition. D'accord. Alors, docteur Banipo Kolani, une fois encore, merci d'être là. Karaté Challenge et disons la santé concrètement, vous êtes aux côtés de cet événement qui a 5 ans aujourd'hui. Comment cela vous inspire-t-il? Merci Jean-Marie. Oui. Je dirais que vous n'êtes pas sans savoir que sport et santé font bon ménage. Oui. Et nous, dans nos cabinets, dans les cliniques et les établissements de soins, nous conseillons toujours aux patients que nous recevons de faire des activités physiques, au mieux du sport. Alors, c'est en cela que depuis le début de cette initiative de M. Mako Johnson, nous n'avons pas hésité à l'assister dès la première édition. Nous avions pensé que le karaté étant un sport de combat, que nécessairement ce serait utile que sur le terrain, à côté du tatami, il puisse y avoir une équipe médicale qui puisse secourir éventuellement les athlètes. C'est vrai que c'est un sport de combat, mais c'est pas violent. Donc le karaté a des règles de pratique qui font que c'est pas tous les coups qu'il y a des blessures. Mais c'était important qu'on puisse être présent au stade. Dans un premier temps, le but c'est de secourir les athlètes et dans un deuxième également d'offrir à la population qui vient assister au tournoi des prestations médicales, c'est des consultations médicales foraines, des dépistages vis-à-vis de l'hypertension artérielle, du diabète et puis des sensibilisations à l'endroit du public. D'accord. Merci. Avant de revenir sur Karaté Challenge, entre-temps, vous parliez de la corrélation entre le sport et la santé. On va parler un tout petit peu de votre salle de gym. Qu'est-il devenu aujourd'hui? Plus grand? Pas plus grand, mais beaucoup plus équipé. Oui, oui. Bon, donc, si vous permettez que je fasse un peu la publicité, c'est Medi Gym. Non, on avait parlé donc, de ça dans cette émission. Qui est situé à Vatamé, pas loin de chez le colonel Teko. Donc, c'est toujours dans cette optique que, en étant praticien de soins, j'ai pensé que c'était nécessaire de mettre une salle de sport à disposition de mes patients, donc pour qu'ils aillent faire les exercices physiques. D'accord. Merci. On va revenir sur Medi Santé dans nos prochaines éditions pour voir comment est-ce que ça a grandi, parce que ça fait 2 ans, on a fait un tour là-bas, on a décrit tout ce qui se faisait dans Medi Salon. Alors, décembre 2012, décembre 2017, l'événement a 5 ans, comme si c'était hier. Vraiment comme si c'était hier. Oui. Moi-même, en comptant les années, je ne me rendais pas compte que doucement, on grandissait. Je crois que c'est d'ailleurs pour cette raison que nous mettons les bouchées doubles pour que ça soit vraiment un événement qui puisse être inscrit dans l'histoire du karaté togolais. D'accord. Alors, 5 ans d'anniversaire. Anniversaire de bois, dit-on. Alors, 5 ans de compétition ou d'organisation, 2 événements cette année. Peut-être que vous ne l'aviez pas prévu, mais les préparatifs, comment vous prenez-vous? Parce qu'il faut fêter 5 ans, il faut fêter aussi la 5e ou organiser la 5e édition de Karaté Challenge. Oui, est-ce que c'était prévu quand même les deux? Oui, c'était prévu. On a discuté avec un partenaire notamment la brasserie, que nous avions sollicité pour animer le coin après la remise les cérémonies de remise des trophées et autres. Bon, nous sommes encore en pourparlers, on verra. Cependant, l'idée hier, on a voulu que lorsqu'on finira la compétition, on transformera les lieux de la compétition en piste de 5e anniversaire. Ok, c'est bon. Alors, cette 5e édition de Karaté Challenge a lieu quand et où cette année? Toujours au même endroit, c'est-à-dire au terrain Omnisport, au stade Omnisport, terrain de basket.
Mais la date, c'est le 23 cette année. Le 23 décembre. Parce que on s'est pris entre l'enclume et l'étau. Il y a les congés scolaires, les congés de Noël qui commencent le 22. Et le lundi, le 25. Donc on s'est dit, on va se situer entre ces deux extrêmes. Donc on a choisi de le faire le samedi 23 décembre. Samedi 23 décembre au stade Omnisport, terrain couvert de basketball. Oui. À partir de 8h. La mise en place est prévue pour 7h30. Et si tout se passe bien, à 8h, on démarrera la compétition. Et ça va finir Nous prévoyons théoriquement autour de 18h, 18h30. S'il y a vraiment l'anniversaire de Bois, ça va dépasser. Normalement, oui. Mais pour ce qui concerne le tournoi proprement dit, nos projections vont jusqu'à 18h30. D'accord. Alors, docteur Kolani, vous l'avez dit, hein, vous assistez, vous accompagnez cet événement, Karaté Challenge, et entre-temps, vous parliez de consultation foraine où on devait consulter ceux qui traînent les tensions artérielles, l'augmentation de la glycémie pour parler de diabète. Ces services, comment ça va se passer là-bas au stade? Est-ce que vous allez transporter la clinique de... rappelez-moi le Carrefour, Adido Gomé depuis le stade Omnisport? Comment ça va se faire? Et puis parlez-nous un tout petit peu, parce que nous parlons sport, nous parlons également de la santé, tension artérielle, diabète, comment ça arrive chez quelqu'un? Bon, voilà. La clinique ne sera pas déplacée sur le terrain de basket pour le tournoi de karaté, mais pour ces genres d'activités, il y a le matériel adéquat qui permet donc d'installer dans un petit coin au stade tout ce qu'il faut pour recevoir tous ceux qui, une fois arrivés au stade, voudraient bien avoir un service médical. Essentiellement, c'est, comme je le disais tout à l'heure, oui. Nous avions prévu de petits moments, donc 5 minutes de sensibilisation à l'endroit du public sur certaines affections qui sont essentiellement liées à notre mode de vie. C'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète. Et il y a l'opportunité qui sera donnée également à tous ceux qui seront présents au stade de passer au niveau de la cellule médicale pour une consultation et bénéficier, si possible également, de médicaments par rapport à l'affection dont souffre la personne. Et nous avons prévu également, à un moment donné, faire des démonstrations à l'endroit du public et des athlètes sur comment secourir un athlète qui fait un malaise au cours d'un combat. Voilà, donc c'est les b.a.-ba du secourisme avant son évacuation dans un établissement de soins pour une bonne prise en charge. Voilà, donc, mais n'oublions pas que nous y serons au stade essentiellement pour les athlètes, puisque je le disais tout à l'heure, le karaté c'est un sport de combat et il arrive surtout lorsque on est dans des duels qu'il y ait des incidents qui arrivent, donc c'est essentiellement pour ça. Ce qui explique notre présence. Lors des éditions précédentes, il y avait des consultations gratuites aussi pour les supporters, les spectateurs. Oui, bien entendu. C'est donc cette édition ne va pas dérober à la règle. Comme on le fait d'habitude, il y aura des consultations pour tous ceux qui y seront, tous ceux qui voudront bien venir prendre un avis médical. Il y aura des dépistages, glycémie capillaire, prise de tension pour tous ceux qui voudront bien. Et puis voilà. D'accord. Alors vous venez là d'écouter docteur Banipo qui me disait, entre-temps, mon frère, il y a deux possibilités majeures d'abord pour lutter contre le diabète. Assez de sport et il faut contrôler l'alimentation. C'est ça, c'est par là ça a commencé. Comme quoi tu as retenu la leçon. Ah ben oui, j'ai retenu la leçon et franchement, quand tu fais du sport, je te dis, tu es relax, bien relax. Alors, à moins de 3 semaines de la compétition, quelle est la situation sur les enregistrements aujourd'hui, les préparatifs, comment ça va?
Ben, pour les enregistrements des athlètes, nous avions clôturé depuis le 1er décembre. Là, les choses sont en train d'être compilées pour qu'on puisse classer les athlètes dans leur catégorie. 4 pays sur les 6 qui ont été invités ont confirmé leur participation également. Les trophées sont en train d'être finis parce que, figurez-vous, comme c'est la 5e édition, nous avons tenu à ce que nous puissions exprimer cette particularité de l'événement de cette année. Donc nous avions dû recommander d'autres trophées et d'autres médailles que vous découvrirez bien sûr le jour là. C'est des trophées vraiment jolis. Je ne vais pas hésiter sur les mots. Et donc il faut reconnaître que à 80% on est fin prêt. Et comme je l'ai dit, dans toute organisation de ce genre qui devient aujourd'hui un tournoi international, il ne faut pas se dire qu'on est à 100% prêt. On continue par réfléchir à comment améliorer. On trouve toujours, on analyse, on se réunit pour voir qu'est-ce qu'on peut faire qui donnerait plus d'entrain à la chose, qui montrerait vraiment que nous sommes matures aujourd'hui dans l'organisation des événements de karaté. Donc on continue la réflexion. Je crois que Inch'Allah, on verra bien le jour là. Donc les retardataires ont tort cette année. Ah oui, puisque il y a aussi cette façon d'éduquer les gens, de montrer que quand on dit la date de clôture c'est tel jour, il faut le respecter. Donc ceux qui viendront après, bon, on leur dira juste un petit désolé à l'année prochaine. D'accord. Alors, c'est quand, c'est pas rien, on parlait à l'instant des pays invités, peut-être les pays de la sous-région, et que sur les pays invités, il y a 4 qui ont confirmé. Je voudrais parler un tout petit peu des innovations cette année, puisque avant, il n'y avait pas les pays étrangers quand même. Oui, justement, c'était un événement que nous avions prévu pour les nationaux. Mais il se trouve que, étant arbitre international, quand on voyage, la dernière fois où on était à Yaoundé, il y a plein de gens qui me disent mais Johnson, tu ne nous invites pas pour ton événement. Il y a 3 semaines, j'étais à Accra où pour leur championnat, ils m'avaient invité pour officier en tant que chef arbitre sur le championnat. Donc tout ça fait que je me suis dit, bon, comme c'est la 5e édition, on va quand même faire cette ouverture là et permettre à ces pays, surtout de la sous-région, de venir faire la fête avec eux. Et surtout de permettre à nos athlètes qui n'ont pas eu l'opportunité jusque-là d'aller à une compétition internationale, de voir ce qui se fait avec d'autres athlètes d'autres pays. Il y a ça aussi qui nous a poussé, parce que reconnaissant quand même que dans certains pays le niveau est assez élevé par rapport au nôtre. Donc ça permettra à coup sûr à nos athlètes de découvrir d'autres de la sous-région, notamment du Ghana, du Bénin, du Nigeria. Et on attend le Niger aussi vient. Donc on attend encore le Burkina. Le Burkina, ils doutent parce que ils ont l'Open de Ouagadougou en janvier. Donc ils disent les enfants sont déjà mis au vert, donc c'est un peu difficile pour eux de les faire venir ici et tout. Bon, quoi qu'il en soit, si les 4 pays qui ont déjà confirmé leur participation arrivent, je crois quand même que le pari sera gagné. D'accord. Plus de messages aux retardataires parce que c'est bouclé. Et ils sont environ combien plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Oui, déjà, nous sommes en train de compiler les choses, mais je peux vous dire qu'ils sont quand même plus d'une centaine. Karaté Challenge qui évolue à pas d'éléphant. Alors, un appel à la population pour finir ce entretien. C'est qu'on va revenir lundi prochain sur l'évolution des préparatifs. Oui, avant d'arriver à l'appel à la population, je tiens quand même à remercier les partenaires. Parce que quoi qu'on dise, j'ai pas les muscles assez costauds, ni la poitrine assez bombée pour faire face seul. Mais tu as les coups de poing assez forts. Donc il y a pour cette année Togocel qui est le sponsor officiel de l'événement. Il y a la clinique Sainte-Trinité aussi qui est partenaire, avec sans oublier le
Physio 10, l'établissement Physio 10. Il y a l'association Eau Vive également. Il y a Sodigaz, partenaire de toujours. Il y a le cabinet Maître Joka qui nous accompagne également. Il y a les établissements Eltis aussi qui est rentré dans la danse cette année. Et il y a le centre Apoto aussi qui est partenaire. Donc je profite de votre antenne pour dire merci. Merci à tout ce beau monde-là. Donc CFR n'est pas partenaire alors? Oh, laisse-moi finir. Donc je profite pour dire merci à tous ces partenaires qui nous accompagnent. Et maintenant, quand il s'agit des médias, parce que là, les partenaires que je viens de citer ne sont pas des médias. Ça s'appelle rattrapage. Non. Tu es allé trop vite en besogne. Quand il s'agit des médias, il y a Taxi FM. Attends, Taxi FM était et est et sera toujours avec nous. Donc, il y a de quoi lui dire merci. Même si on ne dit pas merci, il sait qu'il est un partenaire sérieux pour l'événement. Il y a la télévision togolaise, il y a d'autres radios de la place aussi qui nous accompagnent. Et à tout ce monde-là, nous disons merci. Et merci surtout parce que cet accompagnement, nous ne le voulons pas seulement en amont. Et nous le voulons au cours de l'événement et après l'événement pour que nous puissions aussi sentir qu'on parle du karaté. Ma guerre avec les médias a toujours été, vous parlez trop foot. Je veux que vous soyez aussi avec nous pour qu'on parle un peu du karaté. Aujourd'hui, on a commencé avec karaté. Donc, on parle aussi karaté. Donc, ça veut dire aussi que c'est séance de rattrapage. Alors, docteur, avant de nous quitter, un message, donc peut-être à nos auditeurs qui vous écoutent. Sur le 23 décembre, alors, la clinique Sainte Trinité sera donc au stade Omnisport, terrain couvert de basketball, pour la 5e édition de Karaté Challenge. Alors, quel invite? Alors, au cours de cette grande fête qui sera la 5e édition du tournoi de karaté, Karaté Challenge, la clinique Sainte-Trinité invite toute la population togolaise à venir massivement au stade de basketball où il leur sera offert des consultations médicales gratuites foraines, des dépistages de tout genre et voilà. Donc nous y serons, nous les attendons pour tout ce qui constituera leurs inquiétudes par rapport aux problèmes de santé. D'accord. Docteur Banipo Kolani Sensei Ampamako Johnson, merci de passer dans Café des Sports. Je pense que lundi, au fur et à mesure que les jours passent, on verra si effectivement tout est OK pour l'événement du 23 décembre prochain. Je rappelle que la 5e édition de Karaté Challenge a lieu au stade Omnisport de Lomé, terrain couvert de basketball. Et comme pays invité, il y a le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger et puis le Nigeria, en plus des karatékas togolais que vous allez découvrir ce jour-là. Avant donc de parler du football, on va faire un clin d'œil de l'autre côté de Francis qui justement va nous permettre de libérer un tout petit peu Sensei Ampamako Johnson et puis Docteur Kolani Banipo. Allez, merci bien. Café des Sports. Notre ambition, c'est gagner tout le match. Le grand rendez-vous avec toute l'actualité au Togo et sur le reste du continent dans toutes les disciplines sportives. Café des Sports. Résultats. 2 matchs, 3 buts. Commentaires. Avec Goku. Interview et analyse chaque lundi entre 15h30 et 17h. Café des Sports. Taxi FM. C'est avec Jean-Marie Leblanc. Alors, dossier football à présent, mais on revient en famille avec Fred Abinon, Innocent Pato et puis Francis Melova. Le groupe est maintenant au complet. Innocent, vous étiez là au départ, vous avez écouté les karatékas, sauf qu'on ne s'est pas dit bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Oui, Fred. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Marie. D'accord. Aujourd'hui, on a essayé de tuer un peu le temps pour que Francis soit là, parce que c'est très pointu à partir de maintenant.
Merci pour l'honneur. Je voudrais saluer tous les auditeurs et auditrices de Taxi FM et saluer mon équipe de football au village que tu connais très bien, le président, tout ça là. Donc, je crois que bientôt on va enquiquiner la fédération pour nous voir une place peut-être directement en première division. C'est difficile. Tu vois que quand tu l'as dit, nous sommes à regarder. Non, tout simplement, nous sommes veut que tu arrives vite en première division. Non, on va gravir les échelons. On va suivre les étapes. C'est ça qui est sérieux. Même si on vous propose ça, il faut refuser. Il faut suivre les étapes. Ça veut dire qu'il faut aider la fédération à asseoir les règles et les principes qui doivent gérer cette institution. D'accord. Bien. Dossier football avec tout d'abord les comptes de la participation du Togo à la CAN 2017 présentée mardi 28 novembre dernier. Hugues Atiko nous fait le point. 11 mois après l'élimination du Togo à la phase finale de la CAN 2017 de football au Gabon, le rapport confié au cabinet d'expertise comptable International Investment Corporation a enfin publié ce mardi le rapport. Il ressort clairement qu'il y a eu plusieurs manquements dans la gestion des ressources mobilisées aussi bien avant et pendant la CAN. Conséquence, et au vu des insuffisances, le cabinet IIC ne peut pas attester que les comptes sont exacts. Nathalie Bito, experte comptable du cabinet International Investment Corporation. Pour la CAN 2017, il y a eu 4 milliards 61 millions de ressources, dont 3 milliards 460 mobilisés par l'État et qui ont servi donc à effectuer donc toutes les dépenses pour cette CAN. Les dépenses, c'est 3 milliards 99 millions que l'auditeur a validé. Il y a des montants qui ont été reversés sur le compte bancaire des éperviers et il y a des montants qui ne sont pas encore rentrés aujourd'hui. Donc de ces montants, on a à peu près 311 millions qui devraient venir de la dotation donc de la CAF. L'auditeur n'a pas vu ces montants. Il y a des reliquats qu'on aurait dû reverser dans la caisse, soit des éperviers, soit du trésor, que nous n'avons pas vu. Au-delà des recettes des matchs amicaux que nous n'avons pas vu non plus, nous pensons qu'il y a à peu près 600 millions qui doivent être reversés dans la caisse. Pour le ministre en charge des sports, Guy Madié Lorenzo, des enseignements doivent être tirés de ces quelques manquements et erreurs constatées. Nous avons découvert des choses, et même avec la manière dont les contrats ont été pris, etc., avec les précurseurs et autres, il y a à redire. Donc cette manière de faire permet de voir, d'aller au fond de la vie et de sortir tout ce qu'il y a, de telle manière à ce que les prochaines participations, on puisse éviter les erreurs. Le comité exécutif de la Fédération togolaise de football s'est également défendu après la publication de ce rapport arguant du fait de la non-gestion directe de ces fonds. Colonel Guy Tossi Akpovi. Je le dis clair, ce fonds n'est pas géré par la Fédération, c'est le ministère lui-même, le ministère qui gère ce sous. Nous, quand il y a un match par exemple, allez sur le comme ici, nous faisons un budget que nous envoyons au ministère, notre ministère tutelle, qui envoie ensuite ce budget-là au ministère des Finances. Et je vous assure que quand il faut gérer ce budget-là, il y a un comptable, je dis comptable assermenté, du ministère qui suit les équipes et qui vient avec les sous, qui paie. Par exemple, quand vous prenez le stage à Sali, où certaines factures n'ont pas été validées, ça c'est vrai, ces factures ne sont pas validées, ce n'est pas la fédération qui allait négocier les hôtels là-bas. Ça a été négocié directement par le sélectionneur et l'argent a été payé sur place par l'agent comptable qui a été envoyé là-bas. Eu égard à ces manquements, le cabinet IIC a fait des recommandations. À partir de ce moment-là, moi j'estime que si quelqu'un a demandé des fonds, on lui a donné les fonds, il a le devoir d'en user en bon père de famille. Maintenant, il y a eu un petit souci, je pense une promiscuité entre ceux qui sont censés recevoir et gérer, et qui ont demandé recevoir et gérer, et finalement qui ont laissé les fonds gérés par quelqu'un d'autre. C'est peut-être là où les problèmes se sont posés. Donc, je crois que M. Akpovi, le président de la FTF, a été surpris quand on a fait nos analyses, quand on est arrivé là, parce que lui, il n'avait pas vu les choses comme ça. C'est donc la fin du chapitre de la CAN 2017, mais les fraudeurs bénéficieront-ils d'une impunité? Une question à plusieurs inconnus.
Une question à plusieurs inconnus et le débat reste ouvert. Merci Hugues Atiko. Alors, les comptes de la CAN ou des CAN précédentes, plus précisément la CAN 2017, on les réclamait et voilà la lumière est donc désormais faite avec plus de 600 millions à justifier. Alors, selon l'expert, on venait de l'écouter tout à l'heure, le président de la Fédération togolaise de football a été donc surpris par cette dépense. Pato. Oui, par cette dépense, en quel sens? C'est-à-dire que on nous parle d'une somme de plus de 600 millions. 600 millions de francs CFA. De dépenses non validées. Oui. Mais pas que le président de la fédération a effectué, hein. On ne dit pas que c'est lui. Non. Voilà. Et quelque part aussi, il faut bien préciser que c'est des dépenses qui existent. Ce n'est pas une somme qui existe quelque part en tant que 600 millions ou qui sont rentrés dans les poches d'un individu qui se trouve peut-être être la fédération. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a eu certaines dépenses évoqué par l'auditeur qui n'a pas accepté ces dépenses. Peut-être pour question de procédure, dans la manière dont les dépenses ont été effectuées. J'ai ici quelques éléments. J'ai par exemple une facture de 115 millions qui constitue les honoraires de l'ostéopathe, M. Marc Trouillet, qui se trouve être membre de l'encadrement technique de la fédération. Les 115 millions ont été rejetés parce que pour l'auditeur, il n'y a pas de contrat. L'auditeur estime qu'il n'y a pas de contrat de travail avec Marc Trouillet. Ce qui n'est pas évident parce que Marc Trouillet se dit être en possession d'un document qui l'oblige, qui le lie à travailler avec les éperviers. Il y a une facture de l'agent de match, M. Gaël Maï, qui s'élève à 68 millions de francs CFA. Elle a été rejetée. Mais en fait, ce sélectionneur, cet agent de match n'est pas un agent sollicité par la fédération. Ce match, c'est des matchs qui ont été négociés par l'entraîneur national, le sélectionneur national, Claude Leroy. Et donc, voilà un certain nombre de factures. Par exemple, il y a les factures d'achat de billets d'avion du sélectionneur national et de son épouse qui ont été rejetées, tout comme les factures d'achat de billets d'avion du sélectionneur adjoint de l'époque et de sa famille. Ces factures ont été rejetées. Mais habituellement, ce n'est pas la fédération qui achète les billets. Il y a le sélectionneur qui a besoin d'un billet d'avion. La fédération informe le ministère qui, par le biais du service de matériel, fait venir un billet qu'on remet à l'entraîneur. Et donc, vous voyez que, concrètement, dans le cas d'espèce, il y a lieu d'une sérénité de la part du président de la fédération. Parce que quoi? C'est comme si je n'ai pas pris une orange, mais on me dit de sortir des pépins. Vous voyez un peu l'image. Je n'ai pas pris une orange, mais on veut que je rejette des pépins. Ce qui n'est pas du tout normal. Bon, maintenant, dans l'audit, dans son ensemble, il y a eu deux phases. Il y a une phase qui concerne la CAN proprement dite, et il y a une phase qui concerne l'avant-CAN. Et cette phase, c'est la phase de préparation, où beaucoup de sommes ont été engloutées. Et c'est là où se trouvent les phases de stage de Sali et autres, qui ne sont pas pris, dont beaucoup de factures n'ont pas été prises en considération. Mais comment est-ce que ça peut s'expliquer? Ça peut s'expliquer par le fait que, quelque part, à cette phase, les activités se déroulaient comme elles se faisaient par le passé, sans aucune ligne de conduite imposée par ceux-là qui géraient les fonds. Ça peut s'expliquer de la sorte. Maintenant, il y a eu la phase de la CAN proprement dite. Et à cette phase, il y a eu un comité de gestion. Il y a un comité de gestion
qui a accompagné les choses. Et à cette phase, il n'y a pas eu de rejet ou bien de facture invalidée, mais il y a eu certains manquements. Donc peut-être cette histoire de surfacturation. Et donc je crois que... Il y en a eu vraiment les surfacturations. Les surfacturations, vu les explications de l'auditeur, il y aurait eu des surfacturations. Bon, maintenant, comment est-ce que ces surfacturations se sont passées? Et si je me mets en profane, ne voulant pas faire l'avocat de qui que ce soit, je me dis que par moment, à certaines occasions, il y a des spéculations, il y a des inflations. Parce qu'il y a une activité qui vient de se présenter, il se peut. Mais aussi, il se peut que ce soit des actes délibérés, intentionnels. Parce qu'on se dit que, écoutez, bon, on va à ça, si on peut arrondir un peu, on peut jongler un peu. Mais je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Et il aurait été intéressant, ce que je souhaiterais vivement, que l'audit aille plus loin. Puisque l'audit n'a pas été validé. Ça veut dire qu'il y a problème, n'est-ce pas? Il y a deux choses. Ou on recommande une démarche plus poussée pour voir qu'est-ce qui n'a pas réellement marché et pour qu'on essaie de situer les responsabilités. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est sérieux. C'est très sérieux. Bien, justement, je rappelle à nos fidèles auditeurs que Innocent Pato, aujourd'hui chargé de communication de la fédération, n'était pas à la fédération lors de la CAN. Hein. Bien. Et que pour situer les responsabilités, avant donc la CAN, il y avait 4 commissions mises en place. La commission ad hoc de supervision, celle d'organisation chargée d'élaborer un plan de travail avec un chronogramme, un comité de mobilisation de fonds chargé des actions publicitaires et de sponsoring, puis un comité de gestion des fonds. Alors, Francis Mélanvor, de ces 4 commissions, quelle celle-là qui serait la plus impliquée dans cette histoire de plus de 600 millions à justifier? Bon, de Dardar, il faut partir à la commission de gestion des fonds. Mais avant cela également, il faut parler de la commission de supervision. Quand on est une commission de supervision, on est ordonnateur des dépenses. C'est comme ça que ça se passe à la CAN 2013. C'était comme ça avec le premier ministre Saoumé Zounou. Lui au début il donnait seulement un OK, mais à partir d'un moment les gens lui ont dit de voir les papiers. C'est là où quand il a commencé par voir les papiers, il s'est rendu à l'évidence que beaucoup de choses se passaient clandestinement avec ces voyous là qui sont toujours là. Et c'était les mêmes, c'est les mêmes qui étaient là quand on a tiré sur les gens à Kabida et l'argent est fini. C'est comme ça. Donc c'est là, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer le premier ministre Saoumé Zounou, où vraiment il était dans tout son état. Immédiatement il a demandé à ce qu'on puisse faire le rapport et il m'a publié le rapport. Bon, mais après son départ, ça a traîné jusqu'au moment où il a menacé rencontrer le chef de l'État, qui est le jour-là allé en Allemagne, qui l'a rassuré qu'à son retour, c'était le jour où le Parlement aussi s'était saisi du dossier. Bon, après quelque chose a été fait, mais ce n'était pas ça. Mais je crois que depuis ce moment, des directives, des recommandations ont été données. Et ça a commencé, cette histoire de gestion de commission, c'était à partir du Mondial 2006 que cette histoire-là a commencé. Avant, c'était les fédérations même qui géraient les choses. Et c'était suite à une certaine expérience qu'on a dit, bon, il faut essayer aller sur ce plan-là pour voir. Mais on a vu que durant toutes les périodes d'éliminatoire, là, les gens ne sont pas là. C'est les journalistes, la fédération qui pleure. Jour et nuit, la fédération qui va faire les courbettes même. Je me rappelle même qu'il y avait un puissantissime ministre des Finances. Quand les choses arrivent, je veux parler d'Adi Otet Ayassor. Il ne regardait même pas. Des fois, il s'en foutait. C'était avec lui-même que cette histoire de M. Bedinadé est arrivée. Où il transportait les sacs d'argent. Je ne sais pas si c'était dans des Bafana ou quoi. Et c'était comme ça que on arrivait à payer les gens sur le champ, ce qui n'est pas tout à fait orthodoxe, normalement. Et moi, je disais que à partir du moment où c'était une fédération qui était là, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les mêmes choses aux autres fédérations et que c'était au football seul qu'on le faisait?
c'est parce que il y a eu des rapaces qui sont même qui ont existé à la fédération, et c'est tout ces panoplies de choses là. Moi j'ai eu de sérieux problèmes la fois dernière, parce que quand j'ai écouté encore le président tout de suite, je vois qu'il a la gorge très serrée, parce que comme Innocent Pato l'a très bien illustré. Mais je dis que quelque part près il sera comptable. Maintenant quand il sera comptable, c'est qu'il va pousser les gens pour qu'on fasse les comptes et pour que ça met sa personnalité, sa probité morale qui existe toujours, mais que les gens cherchent à salir autrement pour que cette probité morale puisse se faire voir. Parce que je me rappelle qu'à l'époque même, lui et le ministre ne s'entendaient pas. Ou, faisant partie de cette commission d'organisation, il est parti voir le ministre pour avoir un peu de moyens pour faire fonctionner quand même la commission d'organisation. Le ministre avait refusé. Le ministre, je me rappelle très bien. Il y avait des gens comme l'autre là, le protocole de la fédération là. Comment il s'appelle là? Le journaliste, un de vos confrères là. Journaliste? Oui, forum, quelque chose comme ça. Donc, donc ça ne passe pas vraiment. Donc, quelque part près, voilà comment est-ce que ça c'est Dima Dikodo. Voilà. Ils étaient là. On n'a pas voulu quand même que tu donnais le nom. Oui, non. Donc, les gens là étaient là. Ils ont demandé, le ministre avait refusé, parce qu'il y avait de l'antagonisme entre les deux. Entre le ministre, les deux étaient d'abord des Guy, et ça ne marchait pas. Donc voilà, les gens ont voulu faire des règlements de compte, mais c'était le ministre qui était le superviseur. Donc à partir de ce moment, je crois qu'il faut s'en prendre d'abord au superviseur, et quitte au superviseur, en descendant, on puisse voir là où le problème y est. Mais beaucoup plus à la commission qui a d'abord amené à faire les dépenses. Il faut partir de là également. Le superviseur de la commission d'organisation n'a pas eu à gérer des fonds de mes investigations, parce que ce matin, depuis hier nuit, j'ai fait fouiller beaucoup de choses jusqu'à vers les 0 heures. Ce matin, j'ai continué, et c'est là où je me suis rendu compte que il y avait eu même de l'antagonisme entre les deux. Et ça ne passait pas, où on a demandé même un peu de moins pour faire fonctionner la commission d'organisation. Il y a eu un refus catégorique. Et ça, alors que à côté, d'autres commissions ont eu quelque chose pour pouvoir faire fonctionner leur commission. Je me dis, oui, avant de est-ce revenir que à la vous, commission d'organisation travaillait également pour le Togo, ou bien travaillait pour sa propre personne avant qu'on ne refuse de lui donner des moyens pour pouvoir faire fonctionner le truc là pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc cette commission d'organisation était donc présidée par le président de la fédération, le colonel Guy Yakovi, et Franck Bissité du ministère de la communication des sports était donc vice-président, et puis Pierre Lamadokou était donc rapporteur. Alors la commission de mobilisation des fonds était présidée par Germain Memba, cette commission de mobilisation qui a réussi donc à mobiliser plus de 4 milliards. Les dépenses... Ils ont réussi à mobiliser 900 et quelques millions, et le reste est venu en emprunt par le gouvernement. Bon, au fait, le total, moi je parle du total qui est de... Non, il y avait un budget prévisionnel de 4 milliards 61 millions qui était là. Et les dépenses acceptées par l'expert et tout à l'heure se chiffrait à 3 milliards 99 millions. Alors, pourquoi ne pas retrouver les traces de plus de 600 millions? Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'approche donc des compétitions? On va écouter le manager de Taxi FM, Blaiso Elzo, sur la situation. Je crois que on peut résumer tout ce qui se passe dans le foot national en ce qui concerne les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations comme suite: petite lâcheté, mensonge et honté, vol incroyable, détournement, rétrocommission rétrograde, ambition personnelle. Ce sont là les mots qui minent la gestion financière des Coupes d'Afrique des Nations en ce qui concerne notre pays.
ce que nous pouvons dénommer la déflagration dans le secret des gestions opaques des Coupes d'Afrique des Nations auxquelles le Togo a participé. Analysons froidement les raisons de ces catastrophes de gestion dans les différentes CAN que nous avions participé. Tout simplement, les Togolais et les Togolaises ont compris que dans le foot, il y a de l'argent. Donc, les gens, peut-être je vais étonner la plupart des auditeurs de cette émission, Café des Sports. Au Togo, les gens ne participent jamais à la semence. Mais le Togolais est prêt à récolter. Vous allez voir, pour la qualification, les tours préliminaires jusqu'au match de qualification, vous allez voir un petit nombre qui essaie de pousser le Togo vers la qualification. Dans ce petit nombre, il y a les journalistes qui font le gros du travail, mobilisation autour de l'équipe, appeler les gens à aller au stade, et ensuite le comité restreint de la Fédération togolaise de football. Et puis l'État togolais qui apporte plus dans la qualification du Togo pour les différentes CAN. Mais dès que le Togo se qualifie, tu vas voir tout un grand nombre comme un essai d'abeilles autour d'une fleur pour chercher le pollen. C'est ça ce que nous vivons depuis des années dans le foot national et c'est vraiment dommage. Et chaque fois, on n'a jamais fait le bilan. Ce que vous ne savez pas, c'est que depuis 1962, avec l'adhésion du Togo à la CAF et à la FIFA, les gens n'ont jamais su que l'argent arrive au niveau de la Fédération togolaise de football. C'est nous qui avions dévoilé que non, chaque année, il y a l'argent qui arrive de la CAF et de la FIFA au niveau de la Fédération togolaise de football. Et ça nous avait coûté ce que ça doit nous coûter parce que les gens à l'époque qui étaient à la fédération ont dit que c'est nous qui avions révélé que l'argent arrive à la fédération et tout le monde a les yeux braqués sur la fédération. C'est normal. Mais c'est incompréhensible que les gens, dès la qualification, on forme des groupes quelque part. Tu vas voir des gens qui vont dire on va faire les t-shirts, on va faire ci pour pouvoir bouffer. Et moi, j'ai toujours condamné la formation de ces différents comités pour la gestion des fonds de la CAN. Je suis un farouche opposant à ces comités-là. Même à la veille de la toute dernière CAN, on avait fait une émission sur Taxi FM, j'avais réitéré ma position que si le terrain commence seul, on laisse la Fédération togolaise de football avec ses commissions gérer les fonds alloués pour la CAN. Après, on saura qui a fait quoi et où et à quel moment. Ce qui n'a pas été notre surprise. Après, on a commencé par former des commissions. Je dis, ces commissions-là, ils vont encore bouffer les sous et on n'aura jamais les comptes. Voilà, 600 millions qui se sont volatilisés comme ça, sans aucune punition. Depuis les CAN, on n'a jamais puni quelqu'un qui a détourné les fonds de la CAN. Personne. Mais moi, je vous dis qu'en 98, je ne veux pas nommément citer quelqu'un. Il restait beaucoup de sous. L'ancien premier ministre Gabriel Agbéomé avait mobilisé à ce moment beaucoup de sous. Les gens sont partis à Ouaga, aller-retour pour les 3 matchs sans passeport. Les gens sont allés sans carte d'identité. Et ça, il faut lui reconnaître ça. Donc chapeau à lui. Mais après ça, on n'a jamais fait les comptes. Puisque le Togo n'était plus qualifié depuis 84. Mais en 98, c'était l'euphorie. Tout ça, les gens ont cotisé. Si j'ai bonne mémoire, ça doit tourner autour de 3 milliards. Et on n'a jamais eu de compte. Mais quelqu'un a eu le courage d'aller voir le président de ce comité-là pour dire, mais l'argent qui est resté, c'est où? Mais tu sais ce que le monsieur a répondu? Il a dit tout simplement que c'est toi qui m'as désigné à diriger le comité. J'ai fait le compte rendu à qui de droit? J'avais dit, j'ai fait le compte à qui de droit? À ce moment, c'était le général président qui était là. C'est toi qui vas aller demander au président si on vous a fait le compte. Donc, c'est comme ça, ça se fait. Et depuis, on fait les CAN, on ne fait pas de bilan. Même, j'avais fait une chronique, j'avais dit que ma maman était revendeuse de bouts à ça qu'on appelle Akman. Mais chaque fois, quand elle revient faire le bilan, ça c'est pour le maïs, ça c'est pour lui, ça c'est pour le petit poisson, ça c'est pour le petit piment. Mais ici, on revient de la CAN, il n'y a jamais de bilan. On ne fait jamais de bilan. Pourquoi? Dans quelle société on ne fait pas de bilan? Et puis, quand on attend l'autre qualification qui arrive, et puis on sort encore de l'argent. Quand même.
Et regardez, en 2013, c'est la même chose. En 2015, c'est la même chose. C'est pratiquement les mêmes sommes, hein. Demi-milliard, c'est comme ça. Et puis, personne ne dit rien. Et puis, on est là. Et on attend, peut-être qu'en 2019, on serait qualifié. Les gens se préparent déjà. Et on se qualifie, et puis on s'approprie les sous, on achète des maisons, on construit des maisons, on achète de belles voitures, on n'est plus dans les culs écuissés, on n'est plus dans les pantalons déchirés, on distribue de l'argent à des maîtresses pour aller à Dubaï. Mais c'est ça le foot togolais. C'est vraiment dommage. Ceux qui travaillent ne gagnent jamais dans ce pays. Pourquoi? Le problème, c'est qu'il y a trop de récidives, il y a trop d'impunité. Alors, comment parer à cette situation? Ça, c'est les décideurs. Puisque pour faire sortir de l'argent pour la CAN, vous avez vu, pour la CAN dernière, on n'a pas cotisé. Hein? Ils n'ont pas demandé à la population de cotiser. Parce qu'en 2013, on a fait des cotisations, il n'y avait pas eu de bilan. C'est parce que les journalistes ont commencé à crier, on a fait une façade de bilan pour justifier, mais ce n'était pas. Vous voyez, l'expert qui a essayé de faire, elle a refusé certaines choses. C'est le président de la République qui a décidé, de ne plus demander de l'argent. On a sorti l'argent des caisses de l'État. Maintenant, c'est au président de la République de demander, comment vous avez géré les sous, qui a fait quoi et où, comment les sous sont dépassés, et puis tu as les responsabilités pour pouvoir commencer par notre ami qui vient dans ton émission, qui dit il faut sortir l'ANR pour enquêter, pour pouvoir... Parce que si on ne punit jamais, les gens vont récidiver, les gens vont voler, parce que les gens, ils font tout. D'abord, il y a des Togolais mal intentionnés qui ne veulent pas que l'équipe se qualifie. Mais dès que la qualification arrive, ils sont prêts pour aller bouffer. C'est pourquoi, pour la première boutade, j'ai dit, ici, on ne sème pas, mais on est prêt à récolter. C'est vraiment dommage. Voilà, la réaction donc de Blaiseau Elzo sur cette situation. Eh bien, Innocent Pata, vous avez quelque chose à dire avant que je ne lance Blaiseau Elzo? Oui, j'avais à réagir par rapport à certains propos de Francis. Je crois que quand on vient dans certaines émissions, il faut qu'on respecte certaines personnes. Quand il parlait du ministre Ayassor, j'ai eu la chance de connaître le ministre Ayassor. C'est un homme de la rigueur. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec le ministre Ayassor pour qu'il ne regarde plus les documents de sport, de football particulièrement? C'est parce que c'est dans ce pays, il y avait un ministre de la jeunesse et des sports qui vous aligne une cinquantaine de personnes à qui il faut acheter des billets d'avion. Et après vérification, peut-être c'est 15 personnes qui sont arrivées pour le rassemblement, pour le regroupement. Et partant de là, je peux vous confirmer sur ce plateau que du moment où il a découvert la faute, il a donné sommation au ministre de régler, de restituer les sous là avant 18h, faute de quoi il va se retrouver devant la gendarmerie. Et donc, c'est vous dire que quand vous gérez de l'argent, de l'État surtout, et qu'il y a des manquements, des gens, un ministre qui se comporte de la sorte, vous avez des comportements. Et c'est ce ministre-là qui fait que c'est dans son secteur que les gens vont souffrir. J'en passe. Maintenant, je peux revenir sur le sujet qui se passe actuellement. Quand on veut faire de la rigueur, nous sommes les mêmes à accuser ceux-là qui mettent la rigueur en jeu. Je reviens encore sur l'exemple du ministre Ayassor. Imaginez un seul instant que depuis Kabenda, que l'autorité réagisse, qu'on dise, oui, vous êtes allés, il n'y a rien eu, mais faites-nous la situation. C'est nous-mêmes, Togolais, qui passerions aux réactions pour dire, mais attention, on est allé, il y a le drame, il y a ceci, on ne voit plus le drame, et on va côté transparence, on va côté des sous. C'est dire que quelque part, nous-mêmes, nous sommes une partie du problème. Nous sommes une partie du problème. Maintenant, si on veut résoudre le problème, mettons la main sur la conscience et disons, ok, voilà, il y a un rapport. L'auditeur n'a pas validé ce rapport. Moi qui ai demandé ce rapport, je suis gêné. Je demande une autre expertise de la chose. Ou bien je suis gêné, aidez-nous de part et d'autre à trouver une solution. Situons les responsabilités. C'est ce à quoi nous devons tendre actuellement. Qu'on situe les responsabilités. Pas forcément pour envoyer les gens en prison, mais pour que demain, chacun sache réellement quelle est sa part de responsabilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ce qui se passe actuellement, vous ne voyez pas la gravité de la chose. La gravité se voit, c'est que il y a de l'impunité qui s'accroisse autour de cela. On ne voit pas la gravité de la chose. La gravité, c'est quoi? C'est que si dans ces comités, il y a une seule personne qui est honnête, la décence veut qu'on reconnaisse à cette personne son honnêteté. Mais la tragédie, c'est quoi? C'est qu'on dira,
c'est la fédération. Où il y a d'honnêtes gens. Je peux citer le président que je respecte beaucoup, avec sa détermination, sa volonté de bien faire, et bien d'autres membres du commerce que je connais. Je connais au niveau de ces commissions des amis à moi, et je connais comment ces amis sont, comment ils étaient. Et aujourd'hui, on mettra tout ça dans un ensemble pour dire que voilà, ils sont allés s'amuser. Oui, bon, il nous semble, dans cette émission, on a bien dit que le président de la fédération n'est pas si impliqué. Lui, il a présidé le comité. Il n'est pas impliqué. N'est pas impliqué. Voilà. Même Francis l'a dit. Donc, on ne mêle pas, on ne mélange pas les torchons aux serviettes ou les crabes aux carpes dans cette émission. Alors, si ces responsabilités-là ne se situent jamais pour punir ces acteurs-là. Vous avez écouté par exemple la réaction de Blaise Elzo. Oui. C'est pas maintenant, c'est pas la CAN 2017 seulement. Mais ces gens-là sont là et puis c'est l'argent du contribuable. Quand vous prenez par exemple l'année où on a augmenté le ciment de quelques francs, le coût téléphonique et autres là, mais si moi, peut-être pas en tant qu'économiste, mais je me dis, depuis ce moment-là, on n'a plus diminué ces prix-là. L'argent là qu'on avait augmenté jusqu'à présent, presque 10 ans, l'argent là passe où? Cet argent-là, ça passe où aujourd'hui? Ça veut dire que ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois personnes, que vraiment ces responsabilités-là soient situées. Alors, Fred Abinon, toi comme employé de banque, quelle approche de solution à cette situation? Au fait, c'est maintenant que moi je suis un peu édifié de ces écarts des sous que mes confrères viennent de soulever. En fait, moi, je suis un technicien sur le terrain en matière de football. Mais quand on veut rentrer dans la gestion des choses là, je crois que deux commissions ont failli. Il y a deux commissions qui devaient travailler côte à côte. La commission de gestion des sous et la commission de supervision. Normalement, de pair, à tout moment, ils devaient travailler ensemble pour voir ce qui ne va pas, tout ça là. Donc, moi, dans tout ça là, pour parler ou bien pour donner une piste de solution, moi, j'en ai dit seulement que la fédération peut externaliser ces gens comment l'appelle-t-on, de ces dépenses-là. Toutes ces dépenses que la fédération a engagées par le biais de ses membres et on constate qu'il y a des écarts là, la fédération peut externaliser. Non, attention, la fédération n'a pas engagé de dépenses. Non. Non, c'est les dépenses, c'est la fédération. C'est la fédération qui est l'auteur, qui est le nœud de toutes ces dépenses. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la fédération, il n'y a pas la CAN, il ne devait pas avoir cette dépense. C'est ce que je voulais dire. Que, donc, dorénavant, si la fédération, bien l'équipe nationale est admise encore une fois à ces genres de manifestations, de fêtes-là, moi, j'aurais aimé que la fédération externalise un peu. Alors, pourquoi aussi le ministère doit imposer un refus catégorique peut-être aux sollicitations justement de quelques fonds de fonctionnement? Pourquoi il doit avoir de problèmes entre le ministre et le président de la fédération? Moi je peux dire que dans ce pays, si c'est que les procédures vont bon train, on ne va même pas arriver à ce genre de problème. C'est parce que nous sommes dans un pays où il y a trop de critiques. Si je ne suis pas là-bas, donc on doit faire ça. Si je ne suis pas là-bas, ce que mon collègue a fait n'est pas bon. Donc moi je dis que c'est ça qui est à l'origine de tous nos problèmes. Voilà, donc moi je ne vais pas trop avancer dedans. Oui, on va écouter Francis aussi. Oui, bon, tout de suite Innocent Pato disait que j'ai tenu des propos, des écarts de langage vis-à-vis du ministre à aucun moment. J'ai parlé d'un puissantissime ministre des Finances. Non, je sais qu'il a pas compris. Je crois que le dire, c'est féliciter d'abord la personne qui m'a enseigné à l'université, à la fac de droit. Et je le connais très très bien pour sa rigueur. C'est un ami, un grand ami à moi. Et je crois que c'est pour pouvoir pallier à un certain nombre de situations, de gâchis qui est fait, qu'il a amené monsieur Bedinade, que je connais bien, qui habitait à Balepédo ici. Je suis très proche à lui, qui l'a amené pour pouvoir de face voir, afin que lorsqu'il y a un sou qui reste, que cela puisse rentrer au trésor. Je me rappelle du temps du Premier ministre Edem Kodjo, qu'à chaque retour des ministres, ils allaient au trésor pour faire les comptes avec les factures en bonne et due forme. Mais on vérifiait deux hôtels d'abord pour voir si réellement c'est une facture saine.
Donc moi, bien au contraire, que je félicitais le ministre Ayassor pour le travail si bien rendu. Mais maintenant, par rapport à cette canne-là, par rapport à tout ce qui est fait, moi je voudrais même demander qu'à partir de 2006, il faut arriver à faire les comptes. Parce que après, c'est après le mondial que les sous sont arrivés. Comment est-ce qu'on a géré ces sous-là après? On devait réaliser beaucoup de choses à la jeunesse togolaise, les milliards qui étaient arrivés. Les gens ont couru, ont menti sur le compte du colonel Roch, on l'a traité de tous les oiseaux de mauvais augure, et c'est après que l'argent est arrivé à une conférence de presse où le président d'alors avait dit que c'est maintenant que l'argent est arrivé. Alors que c'était des trucs qui ont été montés pour pouvoir faire partir Roch. Donc normalement, si moi j'étais à la part de ce président, je devais quitter la fédération, démissionner même parce qu'on avait menti. Donc je crois qu'il fallait partir de là. Et aujourd'hui, si on en arrive là, c'est parce qu'il y a de l'impunité. Ça, moi, Darda, et moi, quel que soit le cas, moi je le dis, je prends le chef de l'État d'abord. Ça, quel que soit le cas, c'est lui que je prends. Parce qu'il a l'ANR et si le chef de l'État veut aujourd'hui qu'on arrête les gens, on va les arrêter. On n'aura pas besoin de ces débats-là. Je pleure le président il y a des mains. Bien. Quelqu'un le disait dans un débat hier, que c'est que les données ont un peu changé. Mais les gens veulent profiter du calme olympien du président fort. Parce qu'on sait qu'il est calme. Non, pour pas profiter, ils veulent abuser. Oui, abuser vraiment. Parce que là, ils font tout pour salir son image. Les gens vont croire qu'il ne gère pas bien, mais le monsieur est dans un principe bien défini. Il a sa manière de réagir et autres là. Il fouine réellement avant d'agir. Mais tellement que les choses se sont apprises. Quand vous suivez les médias, les émissions interactives aujourd'hui, ce matin, vous allez voir comment est-ce que les Togolais étaient déchaînés. Les gens disent trop, c'est trop. Les gens sont arrivés à cette histoire de ciment, de boissons dont on a augmenté les prix, et que jusque-là, de téléphones qu'on n'a jamais diminué. Là, ça va. Et l'argent là, ça c'est des résidus. Moi, je me rappelle quand autant de Atta, il faut demander des comptes aux gens. C'est des centaines de milliards aujourd'hui. Atta Mills, au Ghana, les gens demandaient à ce qu'on veut faire ceci et vont cotiser. Quand les objectifs ont été atteints, on a coupé tout dru. Maintenant, si les choses ont continué, en tant que fédération, je vais réclamer un droit. Si moi je suis à la présidence du président Akpovi aujourd'hui, je vais réclamer. Parce que tout cela est fait sur le dos de la fédération que moi je gère. Puisque je suis gestionnaire, je suis gérant des actifs et des passifs de la fédération. Je réclame tout ce qui s'est passé là. Je dis il faut nous faire les comptes à ce niveau. Donc je crois que ces animosités-là nous ont amenés aujourd'hui. J'ai été triste aujourd'hui quand le président de la fédération doit porter plainte. Oui. Je dis qu'aujourd'hui, j'ai été très triste dans mon amour propre quand on me disait qu'à un moment donné, il a réclamé de l'argent, même pour faire fonctionner sa commission. On a refusé. On a refusé. Parce que cet antagonisme-là, il dit, est-ce qu'on va exposer l'antagonisme, le Togo à l'étranger, alors que on fonctionnait pour le bien. Ce qui est triste encore, c'est qu'on a donné des sous à certaines commissions qui ont travaillé. Mais on le faisait sciemment pour que le travail de celui-ci ne soit pas visible. Bon, est-ce que ça c'est pour le Togo? Je suis président d'une institution. Moi, personnellement aussi, je suis arrivé à conclure que désormais, il faut laisser la fédération même gérer. Puisqu'à la fédération, il y a toutes les structures qui sont là pour gérer les finances et autres là. Et demandons-leur des comptes. Ou bien si on n'est pas clair, au niveau des fraudes de sécurité également, il y a des militaires, des officiers qui sont économistes pour appuyer la fédération pour que réellement, parce que vous savez, les militaires, c'est des gens de principe, de discipline et de compte-rendu. Et je crois que l'officier supérieur est accord que le colonel Akpovi, c'est un auxiliaire de justice. Il va amener à tout cela. Mais on ne l'a pas essayé sur un plan, mais aujourd'hui, il est traité, bon, je ne sais pas. Mais à côté, ceux qui ont même bouffé sont là. Moi, je les appelle les corbeaux. Bien, bien. Et les charognards. Donc, très sincèrement, je suis très triste qu'on en arrive là. Et l'auditrice, aujourd'hui, a rejeté un certain nombre. Comment est-ce qu'on peut permettre à Claude Leroy d'aller négocier des hôtels? On a un manager des éperviers qui est là. Il fait quoi? Il y a l'intendant. Il fait quoi? Est-ce que c'est son boulot, d'ailleurs? C'est pas son boulot. Donc, c'est pour vous dire
que le aller monsieur négocier les hôtels, c'est au niveau de l'organisation. Il est devenu une arête dans la gorge de la fédération même. Puisque il est parti à la présidence, il a fait ses choses, il a signé son compte. On n'a pas appelé le président du commerce pour être là au moins pour pouvoir voir les lignes de son contrat. Donc, très sincèrement, il y a beaucoup de choses qui sortent du cadre de ce qui se passe, et très sincèrement qu'on en arrive à créer la sérénité sincèrement pour que les choses marchent comme ça. Innocent, quelque chose à ajouter? Je voudrais juste ajouter que nous n'en serions pas là si effectivement on avait confié l'entière organisation à la Fédération togolaise de football, qui en cas de Kessia serait sur ce plateau ou bien serait face au public, face au peuple togolais pour défendre ou expliquer un certain nombre de choses. Mais dans le rôle qui est le mien, en tant que chargé de communication de la Fédération togolaise de football, ce que je voudrais que le public comprenne, c'est que la Fédération togolaise de football, dans le cas d'espèce, se retrouve par cette situation. J'en fais une image. C'est comme vous avez votre enfant. Vous avez de l'argent que vous remettez à votre enfant pour ses dépenses. Mais vous ne remettez pas l'argent là à votre enfant, mais vous remettez l'argent à son oncle. L'enfant respecte son oncle. Il vous respecte également. Et au finish, vous venez demander à votre fils de justifier l'argent que vous lui avez donné. Vous voyez un peu la complicité de la chose. Ça résume entièrement la situation actuelle de la Fédération togolaise de football. Voilà un peu. Je pense qu'il faut vraiment, l'anglais le dit, the right man on the right place, et considérer aussi un tout petit peu la fédération. Bon, c'est bien vrai que on pourrait donner aussi l'argent à la fédération et que beaucoup de choses. Non, c'est que certains ont eu à poser des actes par le passé. Voilà c'est ça qui a amené à un certain. Mais je dis qu'à partir du moment où on a essayé que ça ne marche pas, retournons encore à la fédération. On a crié qu'on veut un encore habillé et il est là. Recréons la confiance à ces événements. Moi, avant la CAN, là, moi j'ai crié pour que au moins la fédération là, on n'a qu'à l'essayer pour voir si elle aura géré sainement les choses, les fonds, et après, elle sera mise et autres. S'ils ne règlent pas bien le truc là, on les mettra au frais quelque part. Même il y a des institutions crédibles à qui on peut confier ces genres de gestion là. Et la fédération l'a issue, après on le rend compte. D'accord. Alors parlons des approches de solutions. La société civile n'est pas restée indifférente. Le mouvement Martin Luther King trouve qu'il est très important d'écrire au président de la République, comme le disait tout à l'heure Francis Melova, et son président, pasteur Edo Komi, est joint ce matin par Irrigator. Pasteur Edo Komi, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints sur la radio. Pourquoi jugez-vous important, pasteur, d'écrire au président de la République Faure Gnassingbé au sujet des comptes de la CAN 2017? Ben justement, le compte qui a été rendu la semaine dernière pour nous est opaque, truffé d'insuffisances notoires. Pour cela, nous avons estimé quand même que il faut nous adresser au chef de l'État parce que c'est lui, le président de la République, et qu'on ne peut pas se permettre chaque fois que les éperviers participent à une CAN de se retrouver dans le même travail, c'est-à-dire le compte mal fait et que dont personne ne saurait justifier pourquoi il y a toujours chaque fois ces écarts. Alors, en lisant le courrier, cette lettre ouverte au président de la République, on a le sentiment que vous êtes un petit peu exaspéré, un petit peu dépassé aussi par les événements successifs dans le football togolais. Mais non seulement moi, nous sommes exaspérés, mais c'est le peuple togolais qui est exaspéré. Nous avons, dans ce courrier, nous avons retracé les pages noires de l'histoire du football togolais depuis 1998. On se rappelle ce qui s'est passé à Cabinda, à Lungui, et en Afrique du Sud, et plus récemment au Gabon, où les différentes commissions mises en place tournent le peuple togolais en bourrique, et surtout que le contribuable, le peuple togolais qui chaque fois s'engage à contribuer pour la réussite des participations des éperviers à la CAN. Mais malheureusement, nous avons constaté que
surtout pour 2013 et 2017. Vous savez, pour 2017, la somme mobilisée est de 4 milliards. 4 milliards pour un seul tour. Nous avons été éliminés au premier tour, alors que en 2015, la Côte d'Ivoire a mobilisé 3 milliards pour aller en finale. Donc vous comprenez quand même. Pour nous, chaque fois que les éperviers sont qualifiés, ça aiguise les appétits, les appétits voraces de ces individus-là qui sont toujours les mêmes et qui commettent les mêmes erreurs, mais qui ne sont jamais impunis. Cette fois-ci, nous estimons quand même que le chef de l'État doit taper sur la table pour que le compte, au moins les 600 milliards qui sont volatilisés, puissent être reversés au peuple togolais, parce que c'est le contribuable togolais justement. Et vous attendez aujourd'hui une réaction ferme du président de la République, c'est ça? Il a intérêt à réagir de toutes les façons. Nous avons fourni au chef de l'État parce que nous n'avons pas voulu dépasser les bornes. Donc, pour nous, il y a une manifestation qui sera prévue au cas où le chef de l'État ne réussit pas, parce que le peuple togolais tout entier dans son ensemble nous sollicite, nous demande qu'est-ce qu'il convient de faire pour qu'au moins cette fois-ci, les 600 millions, là, la fête de 600 millions ne soit pas seulement, ne se limite pas seulement à des excuses, à des mea culpa et qu'on promette que la prochaine fois, on va mieux faire. Je crois que c'est assez pour le football togolais et que il va falloir quand même que le peuple tout entier se mobilise pour cette cause. Et vous pensez aussi saisir la justice togolaise? Oui, mais naturellement, parce que c'est le contribuable togolais. De toutes les façons, les dépenses non justifiées, et d'ailleurs, raison pour laquelle le cabinet de Mme Bito Nathalie n'a pas certifié le ce qui veut dire qu'elle a constaté, même les 600 millions dont on parle, c'est peu, elle a constaté que vraiment il y a des insuffisances et il va falloir quand même que les responsables, ces différentes commissions mises en place, puissent dire la vérité aux Togolais. Sinon, nous saisirons la justice parce que nous avons tous les éléments maintenant avec le refus de certification du cabinet. Nous avons tous les éléments pour pouvoir saisir la justice. Merci beaucoup, Pasteur Edo Komi. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi. Voilà, Pasteur Edo Komi au téléphone Taxi FM de Eric Gato. Alors cette histoire est loin de finir. On attend de voir ce que ça va donner les semaines à venir. Hein. Ce qui nous invite, parce que le temps de partir cette émission, le temps nous talonne. On va parler un tout petit peu du championnat, pas les scores, hein, parce que bon, depuis hier, on sait que la 4e journée de la D1 a été disputée, 7 victoires, dont 5 en déplacement et 1 nul. Mais Innocent Pato, on va évoquer maintenant le problème de billetterie. La fédération laisse la conception et la vente des billets à l'achat donc des équipes et ligues. Après, il faut 75% des recettes nettes pour l'équipe, 25% pour la fédération, puis 5% pour la ligue. Mais entre l'équipe et la ligue, à qui incombe plus la vente des tickets? Non, tout dépend de l'organisation qui est actuellement en cours. Parce que la plupart des équipes vous diront que la ligue ne fait rien. Et si la ligue ne fait rien, je vois mal quelqu'un qui ne fait rien pour que je puisse faire quelque chose, venir s'occuper, s'accaparer de la vente des tickets ou bien de l'organisation des tickets. Et donc c'est sur la base des éléments, à notre appréciation, qu'il a été décidé que les choses se passent de la sorte. Voilà, au niveau de la Ligue de Lomé, on ne comprend rien. La preuve, c'est que hier, Innocent Pato, même pour arriver au stade, ça a été difficile. Pour le match AS Togoper, AS OTR, l'accès aussi des journalistes au stade, ça devient problématique. Quelle approche de solution? Non, avant d'aller à l'approche, c'est que quand tu n'organises pas de fête, tu ne vois pas comment c'est difficile. Ouais, le jour de la fête, tu vois tes parents. Si après tu te rends compte que j'ai même pas servi à boire à mon parent. C'est un peu complexe quand on a des activités de société. Et il nous revient avec beaucoup de tact pour gérer des situations. Je suis arrivé au stade, j'ai vu des journalistes s'enflammer. D'ailleurs, je suis venu sur coup de fil d'un journaliste qui dit mais c'est quoi cette histoire? Le ton par lequel il me parlait d'ailleurs même, le ton là n'était pas du tout appréciable. Mais j'ai pris sur moi le soin de l'écouter et d'arriver. Vous savez, nous étions prêts pour le championnat, mais beaucoup n'étaient pas prêts. Et beaucoup, c'est au niveau des équipes et autres. Et donc, je crois que gérons situation par situation et essayons d'améliorer parce que sans les journalistes, il n'y aurait pas écho
de la manifestation. Il faudrait que les organisateurs des matchs et autres comprennent que les journalistes, ce n'est pas pour venir juste pour suivre le match, c'est pour faire leur travail. Et dans leur travail, ils rendent service aux organisateurs également. Donc maintenant, je ne vois pas de raison pour quelqu'un qui vient m'aider à ce que mon activité est retentissant, je puisse empêcher ce dernier au motif qu'il ne veut pas s'acheter le ticket. Et donc, je crois qu'il faut beaucoup d'État pour gérer quand certaines situations se produisent. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on fait le match avec SOTR ou Togoport. Mais parfois, on n'a jamais eu de ces situations. Il y a des situations ponctuelles qui arrivent. Gérons-les, nous sommes des... Même ailleurs, le média sponsor, le média qui a signé de contrat avec la fédération de football, New World TV, on l'empêche l'accès la rediffusion. C'est ce que je dis hier. En fait, qui était sur l'organisation? Il faut chercher à connaître qui était sur l'organisation. Et celui-là qui était sur l'organisation, est-ce qu'il avait connaissance de qui est qui fait quoi, qui vient pourquoi? J'ai même un ami qui m'a parlé, et de façon un peu pas orthodoxe. Mais je dis, mais écoute, il ne sait pas ce qu'il a. Il faut que la Ligue de Lomé revoie un tout petit peu sa copie. Absolument, maintenant, que ce soit la Ligue, ailleurs, l'intérêt du pays, ce n'est pas comme ça. Bon, tout le monde est impliqué pour essayer de... Non, je crois qu'il faut laisser les équipes. Il faut une pédagogie de la fédération à l'endroit de la Ligue. Il faut rappeler peut-être. Non, de toute façon, nous on s'organise à envoyer des messages, des communiqués. Il faut rappeler la Ligue pour faciliter le travail aux journalistes. Situer la Ligue sur un certain nombre de trucs là. Je me demande si ces structures organisées n'ont pas de badge ou bien ne sont pas bien organisées. Ils demandent même le badge de la fédération. Oui, est-ce que la fédération a donné de badge aux journalistes? La fédération, laisse-moi répondre, la fédération n'a pas émis de badge pour le championnat. Ok, étant donné que les matchs sont organisés par les équipes, il revenait à ces équipes de définir leur degré d'organisation. Chaque équipe peut dire, bon, peut-être pour ce match, nous avons envie d'avoir beaucoup de public et autres, et si on a 100 journalistes, peut-être c'est trop. Donc sur cette base, au lieu d'avoir 5 par organe, on peut dire on peut avoir 2 journalistes par organe ou quoi, je sais pas. Mais tout dépendra de l'organisation. Le problème qui s'est posé, il y en a qui sont arrivés avec leur carte de presse, on a refusé. Bon, maintenant, quels sont les critères que vous avez définis? Voilà. Il n'y avait pas de critères et il n'y avait pas de raison qu'on empêche. On est toujours dans la matière. Voilà, je pense que il y a même le tournoi de Fred, le tirage au sort du mondial des équipes africaines et puis la boxe qu'on n'a pas pu aborder. Le buffet du jour, on va se dire au revoir, on en parle lundi prochain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.